Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour Pedro, tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va. Alors, on t'invite aujourd'hui pour deux sujets, pas un, mais deux sujets. Le premier, c'est que j'ai vu donc que tu as posté une vidéo de réaction par rapport à une vidéo qu'on a faite lors du sommet des BRICS, en particulier une interview avec Jean Pedro Stedil, donc un des leaders historiques du MST, Mouvement des travailleurs ruraux sans terre. Et justement, je voulais échanger avec toi là-dessus. Et notre deuxième partie, c'est ta réaction en tant qu'agriculteur face à, on peut même plus dire ça, une négociation, à ce massacre en règle que nous avons subi avec Ursula von der Leyen, qui s'est agenouillée devant l'empereur Trump. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Mais revenons sur la première partie. Donc, Philippe, tu as vu notre entretien et tu as vu en particulier qui critique vigoureusement l'accord du Mercosur, donc Mercosur-Union européenne, au nom justement de la souveraineté alimentaire et de la défense des petits paysans. Toi qui, depuis des années, défends une agriculture paysanne française indépendante, qu'est-ce que tu retiens de ce témoignage qui vient du Sud global? Et est-ce que tu te reconnais dans ce qu'il décrit? Oui, alors tout d'abord, j'avais oublié dans ma vidéo un grand merci à Jean Pedro Stedil, et puis merci à toi Pedro et à Fréquence Populaire, toute l'équipe, Georges et toute l'équipe, parce que c'est un travail remarquable. Je reçois des messages du boulot que vous faites à travers le monde. Vous avez quand même été à pas mal de sommets, que ça soit en Russie, au Brésil ou ailleurs. Et donc, en fait, ce que m'a appris Pedro, euh, c'est que en fait, les produits sont produits chez nous en Europe. Ça, je le savais, qu'il était principalement produit en Allemagne et en Suisse, Tu parles des mais produits chimiques. produits chimiques. Mais c'est tout bête parce que il m'a amené à réfléchir parce que j'avais pas fait le raisonnement suivant. Moi, je partais du principe où on avait des interdictions, nous, de certaines molécules en France et en Europe. Et j'avais pas fait le rapprochement de ce qu'il a balancé, à juste titre, c'est-à-dire que des molécules qui sont fabriquées par notre couple franco-allemand, si on peut l'appeler comme ça, ces molécules-là, elles sont utilisées à travers le monde, beaucoup au Mercosur, et eux, ils les utilisent là-bas. Et comme on importe aujourd'hui entre 36 et 40% de notre alimentation, on se retrouve à importer des produits du Mercosur nourris par une société du groupe Avril où est Arnaud Rousseau, la société Mix Science qui fait des aliments du bétail là-bas, puisqu'on est dans une économie mais maintenant mondialisée, et les capitaux circulent à travers le monde et ils se déplacent où il y a le plus de rentabilité. Et on se retrouve à produire des molécules donc chez nos amis allemands, exportées dans des pays où nous, on la refuse, certaines molécules, et nous, on récupère l'alimentation. Et ça tue les petits producteurs au Mercosur comme ailleurs. Attends, ce que t'es, donc pour bien illustrer hein, le contexte, ce que tu dis et ce qui est important, c'est en gros, nous on interdit des molécules, mais on continue à les produire. Ces molécules-là, on les exporte, c'est-à-dire et Oui, on les vend très cher à oui, des pays qui produisent à un coût plus faible. Et oui, par un tour de passe-passe, on réimporte les aliments dont on a interdit la production dans ces conditions-là en Europe oui, pour le consommateur européen. Donc le consommateur européen, en gros, alors je parle même pas du bilan carbone d'envoyer des intrants et des pesticides d'Europe en Amérique du Sud pour que la nourriture revienne, mais ça veut dire qu'en vrai, c'est pas les producteurs, euh, on va dire, du Mercosur le problème. C'est que dès le départ, en fait, c'est nous, oui. Européens, qui sommes derrière l'entourloupe. Ben, Et c'est nous. d'ailleurs, je pense il le dit assez clairement et toi tu le dis très souvent, c'est 50 entreprises qui contrôlent le marché mondial de l'agriculture. Ben, ça veut dire que oui, nous les Allemands, c'est nous, le couple franco-allemand, c'est produit en Europe. Les Suisses,
On dit souvent les Suisses sont indépendants. Ils sont pas à l'euro, ils sont pas dans l'Europe. Euh, eh ben les Suisses, ils font le business avec Syngenta. Mm. Donc c'est même pire que ça parce que tu me fais penser à une chose, Pedro. Euh, Mm. c'est produit chez nous en Allemagne les molécules, c'est exporté, mettons au Mercosur ou dans d'autres pays, ils nous renvoient la marchandise, d'accord? Mais notre agriculture européenne et française, elle est subventionnée. 5 400 € de la seconde, j'ai fait une approche, tout confondu. Impact sur l'environnement, la santé, la PAC, les aides, la fiscalité des coopératives, le financement de nos retraites qui est pris par le régime général, les impôts, tout ça. Euh, donc le consommateur finance notre agriculture depuis la PAC de 92, aide compensatoire aux surfaces cultivées pour corriger les différences qu'il y a de compétition internationale sur les grands marchés agricoles. Donc le consommateur paye quand même un prix par ses impôts directs et indirects. Et dans la nourriture qui récupère, les entre 36 et 40% de nourriture qui récupère hors de nos frontières, ils n'en récupèrent qu'ont été traités avec des molécules de Bayer, l'allemand, ex-IG Farben, les nazis. Ils récupèrent des molécules allemandes dans son assiette et il a subventionné les petits paysans français, les petits soldats, pour les protéger de la concurrence déloyale. Alors là, la concurrence, excuse-moi d'insister, elle est doublement déloyale. Molécules que nous, on n'utilise pas parce qu'elles sont normalement reconnues dangereuses, eux les utilisent, ils renvoient la nourriture. Et en plus, il y a tout le problème de la distorsion sociale et fiscale entre ces pays-là qui n'ont pas de sécurité sociale, etc., etc. Mais d'ailleurs, parce que tu l'évoques là, cette entourloupe, si on peut dire ça, quand en Europe des voix s'élèvent pour critiquer les pays du Mercosur et l'usage des pesticides, il y a une hypocrisie totale puisque ce serait très simple d'améliorer les conditions, il suffirait que nous on n'en voit plus. Ah bah bien sûr. Donc en fait, on dit c'est pas bien, ils utilisent des pesticides, mais c'est nous qui leur envoyons, bah, c'est nous qui leur fournissons. Oui, c'est les Allemands et les Suisses. Parce qu'il y a Bayer, il y a Syngenta en numéro 2, Bayer est loin devant. Hein. BASF aussi. Mais il y a BASF qui est allemand. Ils ont quelques fabriques chez eux aux États-Unis. Il y en a une petite en Chine aussi. Mais c'est des chiffres d'affaires relativement modestes. Hein. Mais BASF et Bayer, c'est deux poids lourds allemands, plus Syngenta. Donc nous, eux, ils les fabriquent, ils les exportent, et ensuite on reçoit l'alimentation dans nos assiettes. Ça, c'est pas mal. Alors justement, quand tu entends Stédil parler, on a le sentiment qu'il pourrait être un paysan français. Est-ce que tu te reconnais justement dans sa critique du système? Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, le système tel qu'il a été conçu, globalement dans le monde, hein, ils ont favorisé toujours la concentration des outils de production dans les fermes, comme ils ont également rationalisé le regroupement des coopératives. Hein. En Europe, il y avait énormément de coopératives. Ils concentrent les outils, pareil dans les fermes, pour faire des exploitations de plus en plus grandes avec le moins de main-d'œuvre possible dans les exploitations, l'automatisation, en fait, le progrès technique, le numérique, tous les progrès qu'on a dans nos exploitations, qui est un plus, la robotique, les nouveaux tracteurs modernes, les GPS, tout ça, tout ce gain de temps et ce confort de travail, au lieu qu'il soit au service de l'homme, il est au service du modèle économique financiarisé pour augmenter la productivité par travailleur et faire baisser les prix et aller se mettre en compétition sur les marchés mondiaux avec les pays pauvres et les pays émergents. Ah, sert à ça, la haute technologie. Normalement, quand tu as une voiture qui est plus confortable, tu dois apprécier ton confort. Mais si tu as une voiture qui est beaucoup plus confortable avec des télécommandes et tout, super, t'es bien, t'as la clim, t'as tout ce qu'il faut, bah c'est un confort. Mais si ce confort te dit de travailler de 12 heures à 18h30 par jour, ça devient plus un confort. Ça devient une compétition pour faire plus de kilomètres que l'autre
tu deviens un travailleur Uber. Alors justement, tu dis souvent que ce c'est pas les petits producteurs, qu'ils soient brésiliens, néo-zélandais ou d'ailleurs, qui nous font concurrence, mais les traités. Peux-tu Oui. expliquer ce que tu entends par là? Ben, c'est les traités qui, c'est-à-dire que le problème, c'est la théorie de Ricardo, la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. Et moi, je pense que c'est sûr, enfin, la libre circulation sans régulation, sans règles communes des marchandises pose un problème. Mais la libre circulation des capitaux en pose un aussi, peut-être même plus important. Parce que ça veut dire que des centrales d'achat, comme Leclerc ou l'agroalimentaire, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, hein, ils vont investir sur des continents ou dans des pays où ils ont une fiscalité proche de 0 ou 2%. On a l'exemple chez nos voisins, nous. On a ça chez nous, en Irlande. L'Irlande, c'est pas loin de chez nous. Ils captent des entreprises avec des faibles taux de fiscalité. Et donc, à partir de là, ils vont implanter leurs sites ou leurs usines avec souvent une main-d'œuvre peu chère, hein. Ils vont automatiser eux aussi. Ils vont robotiser pour faire du volume et des gains de productivité avec une fiscalité proche de 0. Et ça consiste à flinguer le service public et tout ce qui va avec. Alors, Stedil, justement, il dit clairement, l'accord du Mercosur, ça va être un raz-de-marée de produits sur l'Europe, Oui, produits du oui, Mercosur, oui. faits par l'agrobusiness. Concrètement, pour un éleveur laitier ou un agriculteur en polyculture, ça va changer quoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont à l'agonie. Certains doivent faire de l'ENR, donc les énergies renouvelables, pour essayer de se faire un RSA ou un SMIC. Ouais, C'est-à-dire on est dans la survie face à ce qui est en train de se profiler, face à des géants agricoles. Et sur l'agro-business, effectivement, on peut considérer que c'est des mastodontes, c'est-à-dire avec des capacités de 3-4 écoles par an, là où nous, on a des rendements bien supérieurs. La possibilité d'utiliser. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on n'est pas justement face à un point de bascule de la fin de l'agriculture traditionnelle française? si, si. On est sur un modèle toujours plus industriel, on sort dans le monde du modèle familial. On le voit d'ailleurs, hein, parce que ça soit en Algérie ou ailleurs, ils cherchent tous plus ou moins à faire des fermes géantes, que ça soit en poulet, en cochon ou autre, même en Chine, hein. Et donc, ils sont toujours dans la stratégie, comme l'avait dit Claude et Lydia Bourguignon, de sélectionner des variétés des plantes, des OGM, pour toujours produire plus au mètre carré ou à l'hectare. Optimiser, robotiser, mettre le minimum de travailleurs paysans ou salariés avec beaucoup d'hectares, hein. Mais au bout du bout, on s'aperçoit que ça enrichit quelques personnes, mais que au bout de la chaîne, finalement, le consommateur, ben, il paye ses impôts là pour financer les modèles agricoles un peu partout à travers le monde. Les paysans sont en train de mendier les subventions. Soit 60% des paysans seraient éligibles au RSA en France, donc ça veut bien dire que ça marche pas. Le consommateur, lui, il paye plein pot. On a en plus tout le problème de l'environnement, qui est lié à l'environnement, hein. Et au bout du bout, l'agriculteur, il se donne la mort dans tous les pays du monde, hein, parce qu'il y a des suicides paysans. Il y en a au Brésil, il y en a, il l'a dit d'ailleurs, euh, Pedro, hein, Mm. qu'il y en avait des suicides, hein. Tout à fait. Mais alors, justement, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand tu écoutes des acteurs comme Jean Pedro Stedil ou d'autres, est-ce que tu penses qu'ils commencent à avoir une espèce de conscience paysanne mondiale? J'ai un même combat qui allie justement les agriculteurs qui soient au Brésil, en France, etc. Justement via Campesina ou autre, qui a une espèce de réveil, mais pas que justement que ce soit l'agriculteur polonais, l'agriculteur grec, qui ait une prise de conscience et que tous, parce que de manière régulière, ont un message, c'est qu'il faut repasser sur une agriculture à taille humaine. C'est un message qui revient souvent. Est-ce que tu penses que justement dans ce contexte-là,
il n'y a pas des passerelles entre les différents pays pour freiner l'agro-business et repasser sur en plus, donc ça a été évoqué, et tu l'as évoqué juste avant, la perte de la diversité, c'est-à-dire Oui. aujourd'hui, on est face à des monocultures quasiment avec une seule. On avait des centaines de variétés de blé, on n'a plus qu'une seule variété. Le maïs, même chose. On se retrouve avec très très peu de variétés, donc on va dire des produits agricoles qui aussi se raréfient et qui deviennent standardisés. Oui. Ah oui, si on pousse à l'extrême, si on veut donner une image, on va finir avec une alimentation des rations mondialisées où les grandes surfaces vont être capables de nourrir les gens avec des plateaux 7 jours sur 7 avec un prix défiant toute concurrence, où dans le plateau, il y aura un mélange de blé, de soja, de riz et de maïs. Hein, voilà. Et ils feront du business avec ça. Alors, il y a une prise de conscience, oui, mais c'est compliqué. Parce que le problème, c'est que déjà, avant de parler du consommateur, pour aller au consommateur, alors c'est les AMAP, c'est tout ce qui est possible, vente directe à la ferme et tout, mais ça représente autour de 3 milliards sur un chiffre d'affaires de 76 milliards de la ferme France, donc c'est tout petit, ces réseaux-là. Il y a les PAT qui se mettent en place, projets alimentaires territoriaux, mais malheureusement, les réseaux chambres d'agriculture et les coopératives se mettent sur ces projets-là, et si c'est eux qui gèrent ces projets-là, il reviendra rien à l'agriculteur, parce que le problème du métier d'agriculteur, c'est que nous, on est agriculteurs, on est producteurs, hein, de céréales, de vin, de canards, de cochons, de lait, bon. Mais après cette production, il y a 3 étapes. Il y a la production, la transformation, hein, et ensuite il y a la commercialisation. Voilà. Et on voit bien, si on prend des longues périodes, moi je connais quand même assez bien la viticulture, parce que dans ma famille il y en a, mais je connais très bien. En fait, ceux qui ont fait les 3 métiers, on va pas se mentir, ils ont fait 3 métiers. Producteur, vinification, le vin en cave, en bouteille, et commercialisation. Ceux-là, globalement, ils ont bien gagné leur vie, si on prend des grandes moyennes. Voilà. Mais à partir du moment où dans ces 3 étapes-là, il vient se glisser une coopérative, ou un Lactalis, ou un LDC, ou un Jean-Paul Bigard, bah ça y est, c'est le commencement de la fin. C'est-à-dire que le producteur, les paysans, ça devient des gueux, donc ils font pas leur facture. C'est pas des contrats, c'est pas de la contractualisation, c'est des contrats d'asservissement, c'est des contrats léonins, c'est de l'intégration qui dit pas son nom. Le mot coopérative devrait plus s'appeler coopérative, parce qu'à partir de là, le paysan, il a plus de pouvoir décisionnel sur les denrées qu'il produit. Et c'est la raison pour laquelle il considère plus que c'est des produits agricoles, il considère qu'on est des producteurs de minerais. On apporte un minerai, un Indien ou un Français ou un Belge va apporter du blé, c'est du minerai. Et eux, derrière, ils font la valeur ajoutée. C'est pour ça que sur le pain, quand je vois du blé aujourd'hui qui a été payé 170 € la tonne, hein, eh ben les céréaliers ne peuvent pas tenir à ces prix-là. C'est pas possible. On est en dessous les coûts de production, il revient 3-4 centimes d'euros dans une baguette, 3-4 centimes d'euros le coût du producteur dans une baguette de pain. Bon bah ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Donc tu penses qu'on n'est pas encore à cette conscience paysanne mondiale, c'est-à-dire qu'il y a encore peut-être un déclic, peut-être une éducation populaire à faire, Oui. et aussi peut-être des passerelles, parce que les paysans se parlent, même en France, se parlent pas assez les uns les autres. Ils ont l'impression, effectivement, ils sont matraqués par certains discours sur la FNSEA, etc. Et ils ont du mal à comprendre en fait comment s'en sortir, alors que le modèle sain et rentable est là. Bien sûr. Et un message intéressant, et justement, Stedil, il parle de crime écologique quand il parle justement des intrants, etc., et des pesticides interdits en Europe qu'on importe au Brésil, mais il place aussi l'agriculteur comme défenseur de la nature, ce qui, effectivement, pour la protection de l'eau, des sols, ce qu'il dit c'est très important, puisque les intrants chimiques, au-delà de la toxicité qu'il peut y avoir et de l'augmentation des cancers et tout ce qu'on veut, ça abîme durablement les sols et les nappes phréatiques.
Et donc justement, est-ce que nous, en France, on ne peut pas valoriser aussi ce rôle de l'agriculteur qui va, on va dire, travailler de manière saine et qui va protéger l'environnement, justement, euh, et le rémunérer aussi pour ce travail-là, parce que la nature, c'est un bien commun et on n'a qu'une seule planète. Ça veut dire qu'il faut revoir le mode des sélections qui ont été organisées par ces gens des multinationales et de l'agrochimie. Faut revenir, par exemple, en blé, hein, ou dans les maïs, sur d'autres variétés, hein, qui vont peut-être être moins productives, mais moins malades. Donc, il n'y aura pas besoin d'intervenir, ou très peu, déjà, dans un premier temps. Donc, c'est tout le modèle qui est à revoir. Parce que là, en fait, on est rendu aujourd'hui avec des vaches laitières à 10 000 kilos, enfin 10-12 000 kilos par an, hein, qui font de 40 à 45 litres de lait par jour. On est rendu avec des régions où les blés font plus de 100 quintaux à l'hectare, 110, 120, et l'agriculteur n'arrive pas à vivre, et on a 2 200 000 hectares en friche. 450 millions d'hectares en friche sur la planète. Il y a environ 2 milliards d'hectares aujourd'hui, potentiellement, qu'on pourrait exploiter tout de suite à travers la planète, qui ne sont pas exploités. Donc, c'est quoi l'intérêt de chercher des nouvelles techniques, plus de chimie, des OGM, pour monter toujours en gamme, mettre des irrigations dans des zones très séchantes où il faudrait pas irriguer. L'irrigation, faut la raisonner en fonction des conditions pédoclimatiques sur les territoires où il y a de la culture spécialisée, et c'est indispensable de garder l'irrigation, mais dans des endroits bien ciblés. Faut pas arroser n'importe où, n'importe comment. Et puis ça pose, C'est le problème de la culture de la betterave, typiquement. oui, ça pose, Betterave qui, au final, n'est pas pour la consommation. Et on produit beaucoup de betteraves en France et les gens mangent de moins en moins de betteraves. Pourtant, c'est un aliment intéressant. et l'irrigation pose un autre problème. Avec le réchauffement, les pics de chaleur qu'il y a, quand il fait très chaud que ça brûle, c'est pas la peine d'arroser, ça donnera rien. D'où l'intérêt d'adapter l'agriculture en fonction des territoires. C'est comme nos ancêtres avaient planté de la vigne chez moi dans le Maine-et-Loire, dans certaines régions, ils n'avaient pas planté de la vigne dans la Manche. Donc, je veux dire, à un moment donné, on n'ira pas contre la nature. Faut réfléchir. Oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des productions comme tu as dit, certains sols vont être mieux pour faire du verger, d'autres vont être mieux pour faire Oui, des céréales. Il y a plein de logiques et d'ailleurs comme tu le dis, la Champagne, la Bourgogne, oui, etc. S'ils produisent, on va dire du vin oui. et des spiritueux, c'est parce que géographiquement il y avait des particularités qu'ils faisaient. D'ailleurs, les pays qui aujourd'hui font des vins et des spiritueux, c'est sur on va dire, sur des terrains aussi en pente, etc. Que ce soit au Chili, en Californie ou même, Bien sûr. euh, on le fait pas sur du plat. C'est. Ben non. Ben non. Et là, pour répondre à la noisette ou à la betterave, alors ce qu'a mis en péril les agriculteurs, c'est l'absence de rentabilité. L'absence de rentabilité, c'est la compétition déséquilibrée internationale, c'est la différence entre les produits et les charges. Mais les produits, pourquoi les cours se sont effondrés en lait, en vin, en betterave? C'est l'absence de régulation, c'est l'arrêt des quotas. La betterave, il avait le quota A, B et C. Quand ils sont sortis des quotas, c'est là que ça s'est effondré, la rentabilité de la betterave, comme la viticulture, aujourd'hui, où ils ont libéralisé les droits de plantation il y a quelques années, ils ont laissé les gens planter de la vigne partout. Le résultat, on le voit, et il vient se cumuler en plus à une baisse de consommation du vin. Donc ça s'explique ça. Mais sur la betterave, si on revient à des AOC comme on a su faire dans le Champagne, dans les coteaux du Layon, dans certains, on a mis des AOC, on a protégé, on a fait des appellations d'origine contrôlée. Si on fait une AOC betterave française, hein, sans cette molécule protégée de l'extérieur, eh ben, même si des années ils ont des attaques, qu'ils ont du rendement beaucoup plus faible, si c'est une AOC qu'elle est valorisée, qu'elle est très bien payée, ils n'ont pas besoin forcément de faire des rendements astronomiques. Ce qui compte, c'est la marge. Et est-ce que ça coûtera pas moins cher à notre société d'avoir une AOC reconnue, payée,
plutôt que de repartir toujours dans plus de phyto. Et ça suppose des décisions politiques qui n'acceptent pas de laisser rentrer les mêmes betteraves avec la molécule qui est interdite chez nous. Ça, c'est logique. Mais alors, comment tu expliques, quand justement tu parles du politique, comment tu expliques que les politiques en Europe acceptent ça et ne le dénoncent même pas? Le fait que justement on exporte des produits toxiques dans le Mercosur pour réimporter la nourriture contaminée. Est-ce que tu penses que c'est de l'ignorance, du cynisme ou de l'impuissance? Alors, il y a des deux, hein. Il y a de l'ignorance, il y a la méconnaissance des dossiers globalement agricoles, et puis ils sont dans une certaine spirale où ils voient que par le libre-échange, hein, et ils veulent pas remettre en cause la mécanique, et donc ils se posent même pas ces questions-là. Pour eux, refuser les produits du Mercosur, par exemple betterave ou autres, ou les produits ukrainiens, c'est remettre en cause le libre-échange. Tout de suite, ils vont dire on pourra plus vendre de voitures, on pourra plus vendre d'avions, on ne fera plus de commerce. Alors que je viens de voir que faut que je vérifie, mais l'aéronautique et l'industrie pharmaceutique ne seraient pas concernés par les taxes, par les droits de douane, par Trump. Donc, comme on a eu pour l'OMC l'exception culturelle, là on aura une exception pour deux industries. Pourquoi il y a des exceptions quand on nous dit que c'est le commerce libre et non faussé? Bah, c'est pas libre et non faussé, c'est faussé. Mais alors justement, on a parlé du manque de diversité. Jean Stédil, dans l'interview, évoque aussi le fait que le problème de l'agrobusiness, c'est qu'en fait, en réalité, c'est pas lui qui nourrit la population. C'est les petits producteurs dans les cycles courts, etc., qui font, on va dire, les fruits primeurs, etc., et qu'au final, l'agrobusiness sert surtout on va dire, à nourrir du bétail, mais pas réellement les populations locales. Et qu'est-ce que tu dis justement, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent il faut bien nourrir la planète, donc on peut pas se permettre de réguler autant, et donc ça en revient aussi à la loi du plomb, où on dit finalement il faut autoriser parce que voilà. Est-ce que justement on fait pas fausse route, puisque cette agriculture-là n'a pas vocation à nourrir la population? Ben non, ce modèle-là a vocation à faire du business, hein. En fait, ça rapporte à beaucoup de gens, hein. Pas que l'agro-business, l'agro-industrie. Ça rapporte à tout le secteur marchand. Tous les gens qui vendent du matériel, tous les gens qui font du commerce, les labos, le secteur tertiaire aussi. Parce que ça donne de l'activité au secteur tertiaire. Donc, est-ce qu'on va être capable de nourrir la planète? Oui, on jette déjà un tiers de notre nourriture. On a un tiers de la nourriture qui est perdue, gaspillée entre le départ de la parcelle et la préemption des produits arrivés dans le magasin. D'accord? Donc, un tiers. Bon. Ensuite, comme je te l'ai dit, on a 2 200 000 hectares en friche en France. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est toujours d'augmenter la productivité par hectare, laisser des terres en friche, laisser les paysans se suicider, avoir une alimentation qui finalement a pas baissé parce que les consommateurs ils payent plein pot et les paysans s'y retrouvent pas. Donc le schéma il est pas bon. Est-ce que tu aimerais un jour pouvoir rencontrer justement les gens du MST ou d'autres pour pouvoir échanger avec eux justement? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu penses que la France justement gagnerait à s'inspirer d'organisations comme ça, justement, où on voit que c'est vraiment des agriculteurs et pas, on va dire, des chambres de commerce et d'industrie. On parle de gens qui connaissent la terre et qui essayent de produire pour nourrir la population. Tout à fait. Il faut savoir que dans les années 75, le père Trudeau, il avait vu que l'agriculture partait en faillite totale, la production laitière au Canada, hein, au Québec, et il a mis en place la gestion de l'offre. Hein. Ils ont créé une organisation de producteurs nationale, indépendante de tout parti politique et de syndicat, et il gère l'offre et la demande. Alors, il accepte les importations à hauteur de quelques pourcents, et c'est bien l'organisation de producteurs gérée par les paysans qui fait la facture. Donc, pour donner une ordre de grandeur, ils sont payés environ 20 centimes de plus que nous du litre. Environ, hein. Hein, voilà. Si on fait la conversion dollar canadien en euros. Donc,
bah si tu veux, c'est énorme, hein. Et c'est ça ce qui manque aux paysans, parce que sur une ferme moyenne qui va produire 400 000 litres de lait, ça fait 80 000 euros par an de produits. Donc, comme il manque un équivalent temps plein main-d'œuvre par exploitation, tu mets 40 000 euros pour payer un salarié avec les charges, il en reste 40 pour nous, pour vivre et nous aider à redresser la barre. Donc, au Canada, ils l'ont réussi. Il n'y a qu'une chose qu'ils ont, rien n'est parfait. Ils n'ont pas été jusqu'au bout et ils n'ont pas encadré la spéculation. Et comme il y avait des revenus, parce qu'un agriculteur au Canada, producteur de lait, a un niveau de vie équivalent à un médecin au Canada. Le problème, c'est que les gens, c'est dans la nature humaine, ils se sont mis à spéculer. Et ils ont fait monter le prix du foncier et le prix des corps de ferme. Donc, il faudrait, via le trésor public, ça, on peut l'encadrer, hein, que les gens, ils spéculent pas, parce que sinon, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Merci Philippe. Alors on va passer à la deuxième partie, puisqu'on voulait avoir ta réaction justement. Donc l'Union européenne vient une nouvelle fois de céder sous la pression après des négociations avec Donald Trump. Ursula von der Leyen a acté un recul sur les exigences sanitaires à l'importation, mais pas que, et donc sur les tarifs douaniers imposés à nos produits aux États-Unis. Alors que les États-Unis ne lâchent rien, l'Europe semble s'agenouiller. Philippe, toi qui connais bien les rapports de force économiques, qu'est-ce que tu penses de cette négociation? Est-ce que tu penses déjà que le terme négociation est approprié? Non, le terme négociation n'est pas approprié. Non. Non, non, là, il a remporté la partie. Et ce que je voudrais ajouter, j'ai vu, je voulais faire une vidéo où justement, je voulais réagir et je vais réagir demain matin. Et j'ai vu que Jacques Sapir avait relevé ça tout de suite. C'est qu'en fait, on dit, il voulait 30% de droits de douane, de taxes. En fait, il va pratiquement les avoir parce qu'il a mis 15, mais quand on regarde la parité entre les monnaies dollars-euros, on est à 27, hein, un bon 27, 27, 28. Hein. Donc en réalité, là, c'est un très très mauvais accord. Hein. Alors j'ai vu que les Italiens... Est-ce qu'on est face à un accord ou juste on a cédé un racket? On a cédé à un racket. Alors j'ai vu que les Italiens, qui se portent plutôt mieux que nous, peut-être en moyenne au niveau agricole aujourd'hui, hein, ils ont souffert comme tous les pays européens, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont légèrement mieux que nous dans certaines productions. Mélanie est plutôt satisfaite qu'il y ait eu un accord parce qu'elle avait peur parce qu'ils ont des contrats directs avec les États-Unis. Il y a toute une partie de l'industrie italienne qui est en contrat direct avec les USA. Donc elle, c'est normal, elle défend son pays. Elle voulait pas se tirer une balle dans le pied, donc elle avait peur qu'il n'y ait pas d'accord. Mais ceci étant, pour nous les Européens et nous les Français, c'est plutôt, on s'est fait racketter là. Mais alors justement, est-ce que je vais être caustique en disant ça, mais je vais te poser la question clairement. Est-ce qu'on n'est pas simplement passé d'une Europe puissance dont rêvait Emmanuel Macron, l'Europe puissance qui va montrer au monde, on va dire, ce qu'il faut, à l'Europe de l'impuissance? Quand il y avait les premières négociations avec les Américains depuis longtemps, Reagan et toutes ces années-là, il y a eu des moments où il y a eu des bras de fer avec des négociateurs type, je me souviens de Mickey Cantor, et il disait en se moquant de nous, les Européens, il disait le problème de l'Union européenne, c'est qu'il y a 27 numéros de téléphone. Bon, là, il y en avait peut-être qu'un, il s'appelle Ursula von der Leyen, elle a été élue par personne. Et qui lui a donné le mandat pour valider une chose pareille? Qui lui a donné les pleins pouvoirs? Au nom de qui elle parle? Est-ce que les peuples européens l'ont mandaté pour négocier ce qu'elle a négocié là? J'ai la réponse. Non, bien sûr, c'est un problème et c'est un problème récurrent de la représentativité démocratique en Europe. Les commissaires européens, mais aussi le président de la Commission, n'a un mandat que donné par des chefs de gouvernement des pays, et encore, c'est-à-dire que de certains pays de l'Union européenne qui imposent leur vision. Et donc,
on est face à des accords qui ont été pris justement sans passer par les peuples. C'est-à-dire que là, on est dans une logique où même les parlements nationaux ne sont même pas consultés. Et donc, on est sur une négociation de gré à gré entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Et, comme on l'a dit, le mot négociation est très usurpé. On est face à, on va dire, un maître chanteur et une victime consentante, puisque elle ne demande rien. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ma question, donc on revient du sommet des BRICS. Quand tu regardes les BRICS, des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil, mais au-delà des BRICS, la Corée du Sud, le Japon, ils ne cèdent pas. Ils imposent, ils négocient, mais ils imposent la réciprocité, ils défendent leurs intérêts, bec et ongle, ils montent au créneau. Et en face, l'Europe, on a l'impression, il n'y a rien. On n'a pas du tout, on n'est pas rentré dans un rapport de force. On a abdiqué dès le départ la négociation. On a vu une impréparation justement des différentes chancelleries, alors que tous les autres pays avaient préparé des arsenaux législatifs, étaient prêts pour le combat. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Ben nous déjà, l'Europe, peut-être qu'on a quand même une particularité, hein, la France, l'Allemagne, c'est qu'on est tenu par l'OTAN. Moi, je pense que ça pèse très très lourd. On est sous le parapluie américain depuis 1945. Donc, je pense pas qu'on a les mains totalement libres. Donc, le fait qu'il assure Je veux dire que notre vassalisation aux États-Unis est complète. Oui. Tu es complotiste, Philippe, de dire Non, ça. non, mais on n'a pas les mains totalement libres. On n'est pas une réelle puissance libre, autonome. On est sous influence du grand frère américain. Tu veux dire que les pays donc qui résistent sont des pays qui ont encore une vraie souveraineté, mais que nous, malheureusement, de souveraineté, nous n'en avons plus que le mot. Voilà, et Trump, lui, il veut réindustrialiser. C'est la crise chez les producteurs, chez les agriculteurs américains. Il y en a qui parlent de fuir au Canada. Ils sont en crise aussi, hein. Faut pas croire, hein. Ils sont financièrement, ils sont pas bien. Il a perdu son industrie aux États-Unis. Ah, pas lui, hein, lui et ses prédécesseurs. Mais il cherche à réindustrialiser par tous les moyens. Et puis, on voit bien que c'est la fin du pétrodollar. Donc, les États-Unis sont en perte de vitesse. Donc, il essaye de se raccrocher partout par un rapport de force, partout. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais alors, justement, face à des leaders comme Trump ou Xi Jinping, ou même, on l'a vu dans l'accord du Mercosur, Lula, est-ce que l'Union européenne a encore les moyens de négocier quelque chose avec quelqu'un ou elle est structurellement désarmée? Si on a quelqu'un de ferme et un vrai chef d'État, homme ou femme, un vrai chef d'État ferme et déterminé, oui, parce qu'alors je comprends pas, on nous dit on a le plus grand marché du monde, le marché européen. On a le plus grand marché du monde et on se couche devant les autres. Je comprends pas, là. Certains diront, et je rappellerai ce livre de, je crois que c'est Arnaud Montebourg qui en parlait, le prix de la trahison. La question, je pense que la population peut être en droit de se poser la question. C'est-à-dire que on ne cherche même plus à combattre. Je veux pas rappeler l'étrange défaite de Marc Bloch, mais on est dans une situation très étrange. Alors quand tu dis le prix de la trahison, pour reprendre les justes mots de Arnaud Montebourg, hein, c'est Alstom, c'est Alcatel, enfin il a cité toutes les entreprises, hein, Technip, voilà. Eh bien nous, la trahison de la France à travers la FNSEA, l'agroalimentaire, c'est la même chose. Il y a quelques capitaines d'industrie d'agroalimentaire, type InVivo, tous les grands groupes, LDC, le numéro 1 de la volaille, etc., etc., à qui ça va bénéficier. En fait, le libre-échange sans régulation tel qu'il est mis en place, il rapporte à une infime minorité de personnes. Et il met en compétition les travailleurs sur le plan planétaire et les paysans. Et donc, il déclenche de la pauvreté, des travailleurs pauvres et l'obligation de mettre en place des minima sociaux parce que les gens ne peuvent plus bouffer. Alors on entend dire un peu dans les médias et tout, et certains porte-parole,
Oui, mais en fait, cette reculade, elle a vocation à être stratégique. En fait, c'est pour mieux relancer les discussions plus tard. On temporise. Est-ce que, si on suit cette logique, est-ce que on n'est pas simplement en train de reculer pour mieux capituler encore pire après? Moi, je pense que le modèle économique tel qu'il est en agricole, mais dans le reste, c'est pareil. On est dans une fuite en avant. On est dans une fuite en avant où on cherche toujours à faire des gains de productivité dans tous les secteurs, dans les usines, dans l'agriculture. On dit le problème, c'est les 35 heures. Le problème, les Français travaillent pas assez. Donc, on essaye de ramener toujours de la productivité pour être moins cher que nos concurrents européens ou au niveau mondial, et personne ne parle que cette compétition crée un mal-être au travail, crée beaucoup d'arrêts maladie, crée du burn-out, crée de toutes sortes de maladies, les gens pètent les plombs, et ces arrêts maladie coûtent 3% du produit intérieur brut en Suède et en Suisse, parce qu'ils l'ont chiffré. Nous, on ne l'a pas chiffré. Eux, ils ont fait des études. Les arrêts maladie coûtent 3% du produit intérieur brut des pays. Bah oui, parce que les gens pètent les plombs, et ça, on peut le voir dans notre entourage. Le résultat, il est jamais bon. Faut toujours en faire plus. Ramener du ratio supérieur pour les actionnaires. Bah non, les arbres montent pas jusqu'au ciel. Hein. Mais alors justement, qui sort gagnant de ce bras de fer et qui va payer l'addition, à ton avis? Très peu de gens sortent gagnants en fait. Hein. C'est des multinationales, ou même moi je côtoie des gens qui sont dans ces multinationales, qui sont des hauts cadres de ces multinationales et qui eux-mêmes sont tombés malades. Parce que rentrer dans un schéma comme ça du toujours plus, on a beau être payé 60 ou 80 000 euros mensuels, y en a qui explosent en plein vol. Donc l'être humain, il n'est pas fait pour être en permanence en pression comme ça. Hein. Et puis pour quel but final? C'est quoi le but final? Je vois au niveau des paysans, avant on était content quand on élevait sa famille avec une ferme type familiale, 30, 40, 50 hectares on va dire, pour un couple, 60 hectares. Aujourd'hui les gens ils veulent produire 1 million de litres. Ils parlent du million. Faut faire 1 million de litres. Alors 1 million de litres, c'est à peu près, allez, on va dire 120, 130 vaches présentes. Bon. Et puis ceux qui ont des hectares, il y en a maintenant, ils veulent 1000 hectares. Mais 1000 hectares pour faire quoi? 1000 hectares pour s'endetter, pour prélever 1000 euros ou 1200 ou 1500 euros. Mais ça n'a aucun sens. Tout ce qu'on va détruire autour de nous par l'agrandissement, on détruit tout par l'agrandissement. Et après, on est obligé d'être dans un modèle très rationnel avec des gros tracteurs, des appareils à traiter en 36 mètres ou 48 mètres pour aller très vite parce qu'on peut plus faire de l'agriculture familiale. On est obligé de faire la monoculture. C'est la monoculture et l'absence de rotation des cultures qui attire les ravageurs, les pesticides, les maladies. Si les fermes sont plus petites et qu'il y a une rotation des cultures avec des prairies, de la luzerne, et qu'on fait qu'on respecte la nature, hein, les cycles, on a beaucoup moins de maladies. Hein. Et en fait, on va produire moins, mais il y a beaucoup moins de charges. Alors justement, tu as dû voir la réaction des ministres et du gouvernement français, de François Bayrou. Est-ce que tu penses qu'on a encore notre mot à dire sur ces jeux-là? Je parle des politiques français, puisque tous ces gens-là ont fait et ont acté le transfert de souveraineté à l'Union européenne, et maintenant ils ont l'air de pas être très contents. Mais est-ce qu'ils ont encore leur mot à dire? Non. Non, pour moi, là, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Ça me fait penser à Philippe Seguin, qui avait tiré la sonnette d'alarme. Plusieurs personnes, d'ailleurs, de son parti, du RPR de l'époque, avaient tiré la sonnette d'alarme. Certains aussi de gauche, chevènement. Et on voit le résultat, le fait d'avoir laissé les clés à l'Union européenne, le fait d'avoir fait cette union monétaire aussi. Parce que l'euro, c'est une union monétaire. Hein. L'euro s'échange au taux de 1 pour 1, mais c'est une union monétaire avec des pays qui ont gardé leur banque centrale.
qui pose des problèmes énormes, parce que les économies n'étaient pas équivalentes. Mm. Ben, L'économie grecque ou espagnole n'est pas la même que l'économie allemande. mais alors, est-ce que tu penses justement, puisqu'on voit qu'Emmanuel Macron est dans un silence assourdissant, alors que c'est censé être un président qui est censé être là pour défendre notre constitution, dont l'un des articles, dans les premiers articles, c'est de la souveraineté quand même. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une sorte de double jeu qui est joué par le gouvernement français entre posture publique, mais en fait, il y a un alignement à huis clos complet à cette politique? C'est un double jeu permanent. Dans les traités, dans la Constitution de l'Union européenne, il est interdit de racheter des dettes des États. Ils sont passés par le réseau bancaire, ils ont émis des obligations, des titres que les banques ont rachetés et ensuite les banques les ont fourgués à la BCE. Donc les États européens ont à peu près 25% des dettes. Il y a 25% des dettes des États, dont la France, a été repris par la BCE. Hein. Et donc ils ont contourné, de ce côté-là, ils ont contourné le traité. Donc ils les contournent les traités quand ça les arrange, hein, mais quand il faut faire payer le peuple, la masse populaire, leur demander de travailler plus pour gagner moins, là, ils valident. Et puis, on assiste à travers tout ça, avec ces politiques-là, à l'effondrement des services publics. Dans notre économie, il y a un tas de domaines qui doivent rester publics. La santé, l'alimentation, la sécurité, l'enseignement, ça doit rester public. Si on met ça aux mains du business, bah on sait ce qui se passe. Hein. C'est ce qu'a bien expliqué Hélène, que j'ai fait intervenir dans mon émission. Et je vais refaire plusieurs émissions avec. C'est qu'au niveau de la recherche, on a enlevé les moyens à la recherche publique. Donc la recherche publique, elle est tombée à peanuts. Et c'est le privé, les multinationales Bayer, qui fait ses propres recherches, qui fait toutes les études. Et c'est eux qui amènent la copie finale aux décideurs politiques. Donc après, quand Arnaud Rousseau dit « ça a été validé par l'agence sanitaire européenne », il a raison, c'est vrai. Ça a été validé par l'agence européenne. Mais simplement, aller pénétrer de toutes parts par Bayer, qui sont rentrés dans toutes ces commissions et qui, en fait, a une mission d'autocontrôle. Ils s'autocontrôlent eux-mêmes. Hein. Alors concrètement, que ce soit ces accords de douane ou le traité du Mercosur, est-ce que tu penses que la France a encore les moyens juridiques ou politiques de bloquer ces décisions-là, ou c'est terminé? Ben, je pense que quand on veut, on peut toujours. On peut, comme le soulève un peu Henri Guénaud à travers l'article 11, on peut faire résistance et soumettre les Français à référendum. Dire moi je refuse de sacrifier mon pays et ma souveraineté. On a perdu toute une partie de notre industrie, on est en train de perdre notre agriculture, on perd nos emplois, on a un pays qui s'appauvrit. Donc l'article 11, et il soumet ça à référendum. Il dit moi je peux pas prendre la décision seul, le peuple est souverain, il déclenche un référendum s'il en a le courage. Je comprends. Alors, pendant que nos agriculteurs crèvent, parce qu'on Oui. peut dire ça, hein, littéralement, l'Union européenne, justement, a, en parallèle de ces 15% et de l'achat massif de GNL américain, Oui. donc, a annoncé un plan d'investissement de centaines de milliards de dollars dans l'économie américaine. Alors qu'on est incapable d'investir dans notre propre économie. Comment tu expliques ce paradoxe? Ben, c'est que Trump a dû bien jouer la négociation. Et il a dû lui tordre les deux bras. Les jambes aussi. Parce que là, l'accord, il est complètement déséquilibré. Tout à fait. Pas. Mais tu as pas l'impression que c'est une sorte de trahison de la part de Bruxelles, alors qu'en Pologne, les agriculteurs, justement, avec l'ouverture aux agriculteurs ukrainiens, sont en train de crever. Dans en Espagne, ils sont en train de crever. En France, ils sont en train de crever. Un peu partout, donc il y a une violence incroyable contre les... Et on dit, il n'y a pas d'argent pour vous, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour la sécu, mais on a des centaines de milliards à mettre dans l'économie américaine. Oui. Alors que les Américains n'en ont strictement rien à faire de nous. Et ça, sans compter l'argent qui sera mis dans l'OTAN
Ah oui. et pour lequel on va acheter aussi des armes américaines, puisque on a fait sauter tous les verrous pour qu'on puisse même avoir un ruissellement pour nous. Donc, est-ce est-ce que là, on n'est pas sur une forme de trahison grave? C'est-à-dire, on se demande où est l'allégeance de nos dirigeants. Est-ce qu'elle est aux États-Unis ou aux pays de l'Union européenne? Alors que normalement, sur le réarmement qu'ils ont décidé, ça devrait être de l'armement français, ça devrait être des Rafales. Alors que là, la plupart des pays européens vont acheter du matériel américain. Mais alors oui, effectivement, on peut dire non. On a la preuve, c'est qu'on a des pays, la Pologne, la Hongrie, quand il y a eu le début du conflit avec l'Ukraine, ils ont refusé les blés ukrainiens. La Commission européenne les avait convoqués. Il était 4 pays à avoir. Il y avait la Croatie, la Hongrie, la Pologne, il y en avait un autre. Il avait refusé les blés ukrainiens, hein, et la Commission, elle a dit, européenne, elle a dit, ça fait partie du libre-échange. En plus, ces pauvres gens, ils sont en guerre, hein, et ces pays-là avaient répondu, attendez, nous, on n'est pas là pour sacrifier nos paysans. On refuse les blés ukrainiens. Donc, quand on veut dire non, bien sûr qu'on peut dire non. Mais bien sûr qu'on peut dire non. Et toi, quand tu vois ça depuis ta ferme, quel message tu as l'impression de recevoir en tant que paysan? De voir qu'on peut donner gratuitement comme ça des milliards aux États-Unis, dont nous, on n'aura aucun bénéfice, hein. Parce que c'est ça aussi. À la limite, on serait dans un plan d'investissement massif qui nous permettrait de réussir. Non, on va améliorer leur outil de production pour qu'ils puissent encore mieux nous envahir de produits. Tout à fait. On concentre toujours les outils industriels, on concentre les multinationales, donc toutes les PME, toutes les petites entreprises dessous sont dépendantes de ces schémas-là, qui sont des schémas qui font de l'optimisation fiscale mondialisée. Ils s'installent sur des endroits non fiscalisés, hein, donc qui flinguent en même temps nos services publics et qui rend notre taux d'emploi très aléatoire. C'est pour ça qu'on a qu'autour de 27 millions de travailleurs dans la machine économique, parce comme l'avait dit Arnaud Montebourg, on a perdu nos outils industriels. Hein? Et tu penses que si plutôt que de donner aux Américains en pure perte ces milliards, je crois c'est 680 milliards, mais j'ai un doute. Je crois. 680 milliards donnés à l'industrie américaine. Si on la mettait dans la paysannerie européenne, est-ce que tu penses que ça changerait la réalité du monde paysan? Oui, à condition de redéfinir un modèle agricole, un modèle vertueux, en adéquation avec les attentes sociétales, revoir le modèle fiscal et garder des fermes à taille familiale. Et là, on relancerait, nous au niveau agricole, on peut créer plus de 600 000 emplois, en plus de ce qu'il y a aujourd'hui, dans l'agricole, mais à condition de revoir le modèle. Et est-ce que tu penses que cet accord, donc fait par Ursula von der Leyen, va relancer la colère paysanne en France? Non, je pense pas. Parce que les agriculteurs sont résignés. Ils sont résignés tellement ils sont descendus bas. Puis ça fait longtemps qu'ils croient plus au Père Noël, parce qu'on leur promet Mont et Merveille et il se passe rien. Et puis, que ça soit Bruno Retailleau, la ministre, ou avant, hein, ils font diversion. Ils vont parler que les agriculteurs, ils sont victimes des rodéos, des quads et des motos dans les champs. Ils vont dire qu'on empêche les agriculteurs de travailler. On voit des expressions souvent, laissez-nous travailler. Vous savez, dans les fermes, nous les agriculteurs, on peut travailler. Hein. Moi, dans ma ferme, mes voisins, ils peuvent travailler. Hein. On peut même labourer la nuit, hein, si on veut, hein, à condition de pas se mettre à 100 mètres de la maison du voisin. Mais je veux dire, le débat, il est pas là. C'est qu'il n'y a pas de rentabilité, c'est tout. On est tué par l'économie. On n'est pas tué ni par Sandrine Rousseau, ni les extraterrestres. Hein. C'est le mode de fonctionnement économique, c'est le commerce mondialisé qui fait que la paysannerie, elle est asservie par le là qui est donné par ces mondialistes d'un prix mondialisé, et nous on est sur des territoires en France où on a des charges qui sont sur un produit intérieur brut territorialisé. Quand on fait intervenir le vétérinaire, le mécano, on est en franco-français, on a des charges franco-françaises, parce que eux ils facturent pour faire tourner leur business, leur PME, leur entreprise, et nous on est à travers les traités de libre-échange, à travers
cette catastrophe de l'Union européenne, ses dirigeants européens, on est sur des modes d'échange mondialisés, avec des molécules produites par les Allemands qui envoient ça, l'exemple qu'on a pris, au Mercosur et qui nous renvoient la marchandise à 2 francs 6 sous. Mais alors justement, est-ce que, un peu comme ce qui s'est passé avec l'industrie, on n'assiste pas avec l'agriculture au même phénomène pour les Européens? C'est-à-dire que là où on a dit non, il faut plus d'industrie, c'est pas bien, ça pollue, ça fait des emplois difficiles, etc. Et donc on envoie ça à l'autre bout du monde. Ben, on est en train de suivre le même schéma avec l'agriculture. Oui. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a une issue ou une rupture possible avec cette logique justement de sacrifice agricole? Parce que c'est ce qu'on voit, on est en train de sacrifier notre agriculture. Ben, faut faire c'est pas facile, mais le seul pacte qui fonctionne, c'est essayer de continuer de constituer des AOC, appellations d'origine contrôlée, de faire un pacte avec les consommateurs à travers les PAT, projets alimentaires territoriaux, repartir du local de la commune ou de la communauté de communes, et autour des grandes métropoles faire des magasins de producteurs, mais il faut que ça soit le producteur qui reprenne sa facture. Et après, pour aider ça, il faudrait que le politique, s'il voulait donner un coup de main à développer le local bio et conventionnel, qui coche toutes les cases, environnementales et tout, il faudrait interdire les produits importés à des prix défiant toute concurrence, que nous on a envoyé les molécules et que nous indirectement on subventionne quelque part. En fait, ça, ce que je suis en train de dire, c'est la charte de la Havane, qui est la fin du dumping. C'est ce que j'allais dire, puisque maintenant que j'échange avec toi de manière régulière, je connais tes combats et justement, en gros, ce que tu dis, j'aime pas ce terme parce que je trouve souvent qu'il est galvaudé, mais c'est le bon sens paysan. Oui, voilà. C'est-à-dire que on produit ce qu'on peut produire, on n'a pas les yeux plus gros que le ventre, on diversifie parce qu'on sait très bien, et ça c'est valable dans toutes les entreprises, que quand on a un seul produit, bah, s'il y a un problème sur le produit, bah, on n'a plus rien. Donc déjà, on doit diversifier les produits, les clients, etc. Et l'autre chose, c'est qu'on essaye d'augmenter la valeur ajoutée de son produit. Oui. Et donc, effectivement, plutôt que de le vendre en brut à des multinationales, bah, on essaye de le vendre dans des cycles qui permettent d'avoir une meilleure rémunération. C'est 100% du bon sens. Il n'y a rien. On va dire, on a l'impression d'un gouvernement qui fait du vélo sans pédale, quoi. C'est-à-dire que toi, ce que tu dis juste, bah, pour faire du vélo, il faut pédaler et mettre les pieds sur les pédales. De toute façon, un maçon à Paris ou à Lyon, sur un chantier, il travaille pas au cou d'un Indien ou un dentiste non plus. Un paysagiste à Paris, quelqu'un qui monte une entreprise de paysagiste à Paris, son coût horaire avec ses salariés, il n'est pas capable de s'aligner sur un paysagiste au Burundi. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Donc, ce libre-échange, il mène la paysannerie à la ruine. Donc, d'où l'intérêt de produire au maximum chez nous en autonomie et le reste, ne plus faire le commerce sur la base du libre-échange avec le cours de Chicago et avec des échanges via l'armement ou via l'industrie pharmaceutique ou autre, c'est de faire de la coopération entre les États. Voilà. L'Égypte a besoin de blé, on leur fournit du blé, et en pour, ils nous renvoient autre chose que nous, on n'a pas, mais pas sous la base du cours de Chicago. Parce que si les Égyptiens te diront qu'ils nous ont envoyé des obélisques et des sarcophages pendant très longtemps. En fait, et que d'ailleurs, on devrait leur rendre, selon certains. En fait, c'est la nature du commerce qui nous détruit. C'est pour ça que quand certains disent faut sortir de l'Union européenne et faut faire le Frexit, c'est un élément de réponse, mais c'est pas le seul. Parce qu'une fois qu'on aura fait le Frexit, si on fait comme les Anglais, mes collègues anglais, avec qui j'ai des contacts, ils ont fait le Brexit, mais ils sont restés dans le même schéma de commerce international. Ça change rien. Ça change rien. On sera pauvre avec des francs au lieu d'être pauvre avec des euros. C'est pas suffisant. C'est un élément de réponse, mais ce n'est pas le seul.
Eh bien, je te remercie beaucoup pour cet échange en plein fin du mois de juillet. Oui, Je pense que ça illustrera bien pour nos téléspectateurs cette complexité et la vision de la paysannerie de ces accords, parce que, comme tu le répètes assez souvent, mais malheureusement, il y a une partie de la classe politique qui veut opposer les paysans des différents pays. Et en fait, le problème, c'est les 50 entreprises qui contrôlent le marché mondial. C'est eux qui donnent le là. Et comme on l'a vu, aussi, c'est eux, ça intéresse d'avoir des traités de libre-échange parce que comme ça, ils ne payent des impôts nulle part. c'est ça, c'est Et ça. donc, c'est surtout ça, c'est l'évasion fiscale à l'impôt faite par ces entreprises-là qui vont pouvoir importer, exporter, etc., avec des tours de passe-passe incroyables qui font que ce qu'on interdit ici, on le produit ailleurs. Ce qui est Donc, intéressant de dire pour résumer, c'est que la désinformation est permanente dans les grands médias, où on essaye, quand on parle d'agriculture, de dire que les agriculteurs seraient maltraités, qu'il y aurait des problèmes avec les écolos et tout ça, ça n'a rien à voir avec les écolos. Le revenu des paysans, il dépend d'un rapport de force avec l'agroalimentaire et la grande distribution. Et le carnet de facture, il est dans les mains de l'agroalimentaire. Donc le paysan, il fait même pas sa facture. C'est pour ça qu'il est appauvri. Après, il y a un débat, bon, avec l'écologie, qui est un autre débat de comment on produit, de quelle façon, est-ce qu'il faut produire plus, est-ce qu'il faut plus de végétal que d'animal. Ça, c'est un débat de société. Mais le revenu final du paysan, il dépend pas des écolos. Il dépend des traités de libre-échange, il dépend de l'industrie agroalimentaire. eh bien, merci beaucoup à toi, Philippe. Alors, si vous êtes resté jusque-là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pourquoi pas, vous avez la possibilité sur YouTube, je crois, de refaire des shorts, de vous partager à vos amis, parce que c'est important. Surtout à un moment où on arrive à une crise paroxystique de notre paysannerie. Si on veut encore qu'il y ait une paysannerie dans les 10-20 prochaines années, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que après, on n'aura juste pas de paysans. On voudra revenir à une paysannerie, mais on n'aura plus de paysans, on n'aura plus de compétences pour pouvoir produire la terre. Donc, c'est important justement de réagir. Et effectivement, que ce soit les accords comme le Mercosur, qui sont dénoncés des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi bien aussi les droits de douane imposés par Trump qui vont encore nuire à notre économie et à contribuer d'appauvrir. Il faut partager. Donc, vous partagez, vous likez, vous faites tout ce que vous avez à faire. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres formats. Et on a encore plein de choses à sortir cet été, dont le documentaire qui est en train d'être mis en musique que j'ai fait sur la dernière traite de Philippe Grégoire, mais parce que je voulais que ce soit parfait. Donc, vous verrez, ça va sortir courant août. Je ne sais pas exactement quand, mais très bientôt. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi, Philippe. Merci, à bientôt, Pedro. À bientôt.